Le pouvoir du peuple. C'est comme ça que des Grecs ont appelé un régime politique où 90% du peuple n'avait pas de droit politique. Et pourtant, nous voilà 2000 ans plus tard, en tout cas de ce qui est dit, à considérer que c'est le modèle par excellence et que personne ne devrait pouvoir oser le critiquer. Entendre des bêtises pareilles est insupportable. Vous êtes toujours à côté de la plaque. La culture et mentalité africaine sont le seul problème, pas la démocratie. La démocratie réussie exige le respect des règles et de la loi, séparation des pouvoirs, respect des institutions. Une population instruite capable de comprendre les enjeux politiques afin de se défendre contre la désinformation et la propagande, mais aussi à l'adhésion aux valeurs de liberté et respect. Le culte de la corruption, absence de valeurs de vision et éducation civique sont les raisons pour lesquelles les nations afro échouent. Je pense que le problème n'est pas la démocratie, mais ce que l'on en fait. Comme un couteau qui peut servir à couper des aliments ou tuer une personne. Je tiens d'abord à dire gratitude à toutes celles et ceux qui ont apporté leurs arguments en faveur de la démocratie de manière courtoise. J'en ai lu certains commentaires. Je précise ça parce que je ne veux pas que tous les commentaires avec leurs différentes tonalités et leurs différentes intelligences soient mis dans le même sac. Donc il n'y a évidemment aucun problème à avoir commenté pour X ou Y raison qu'on était en faveur de la démocratie. J'ai d'ailleurs passé pas mal de temps à répondre à certaines interrogations pour clarifier mes propos et cette vidéo va continuer dans ce sens. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement les arguments pour défendre la démocratie se résument à une chose, ne pas confondre le concept avec son application humaine. C'est-à-dire que la faute est aux hommes et non pas au régime politique en tant que tel. Or, le fondement même de la démocratie est de donner le pouvoir aux hommes, ceux qu'on considère en même temps comme les seuls responsables de l'échec de la démocratie. Vous voyez le problème? Pour continuer dans ce paradoxe, la démocratie, c'est pas un concept qui nous est tombé du ciel. Même si dans les réactions, on dirait que c'est le cas. On revient juste après dessus. La démocratie a été créée par des êtres humains. Pourquoi alors l'erreur des êtres humains ne serait que dans l'application et pas dans la conceptualisation elle-même dont ils sont à l'origine? Vu ce que j'ai lu comme commentaires sous plusieurs vidéos sur le sujet, j'ai l'impression que la plupart des gens ne comprennent pas ce que signifie le mot démocratie. La démocratie, ce n'est pas un système politique, c'est un idéal. C'est comme la justice. Si le système judiciaire de ton pays est corrompu, ça ne veut pas dire pour autant que la justice, au sens du concept philosophique, est une arnaque, simplement que le système de ton pays ne permet pas de vraie justice. Dans une vidéo, j'avais surnommé la démocratie une déesse et je ne me rendais pas compte à ce moment-là à quel point c'était vrai. Il y a un vrai problème de sacralisation et même de divinisation de la démocratie qui est très inquiétant. On retrouve dans la démocratie les mêmes comportements, les mêmes mécanismes, les mêmes réactions que pour les religions. Comme dans les religions, on dit que ce n'est pas la religion elle-même, c'est l'interprétation, on dit que ce n'est pas la démocratie elle-même, c'est son application, c'est-à-dire son interprétation. On constate aussi des réactions aussi violentes que stupides quand on ose la critiquer. Il y en a quand même qui sont venus m'insulter parce que je disais que la démocratie n'était pas la solution. Mais quel est leur problème? Je ne parle même pas de ceux dont le seul simulacre de répartie est de dire « c'est facile de critiquer la démocratie en vivant en France ». Je regarde par la fenêtre. Je ne vois ni la France, ni l'Europe, ni l'Occident, ni même un pays qui serait particulièrement applaudi, considéré, apprécié pour son exemplarité de démocratie. Pour sortir un peu du contexte des réactions creuses, il y a un autre point commun entre la religion et la démocratie, c'est l'instrumentalisation. Quel que soit le bord politique, que ce soit quelqu'un qui est au pouvoir ou qui fait partie de l'opposition, ce sera toujours celui qui parle, qui comprend et défend la démocratie mieux que les autres, et toujours celui ou ceux qu'il dénonce qui attaquent la démocratie. Que ce soit un politicien, un journaliste ou encore un manifestant, chacun se pose en prophète de la démocratie, plus ou moins inconsciemment, et critique une fausse démocratie comme les religions critiquent de fausses idoles. Comme il y a des guerres saintes où des individus ou groupes d'individus tuent au nom d'un dieu, des pays démocratiques s'octroient le droit d'envahir, kidnapper, tuer au nom de la déesse démocratie. Certains ont dit que la démocratie n'était pas faite pour les pays en développement. Bon, déjà, il y a toutes ces expressions-là à revoir, mais c'est une erreur parce que même dans les pays
considérée comme développée, la démocratie ne fonctionne pas. Et tout ce qu'on voit dans les débats, dans les déboires politiques, le démontre. Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde critique la politique, y compris les politiciens eux-mêmes. Et pourtant, personne ne remet en question le régime politique de base. Et c'est même pire parce qu'ils considèrent même le régime politique de base à l'origine des problèmes comme la solution. Là encore, on se concentre sur les symptômes au lieu de chercher sérieusement la cause. C'est un tel niveau de déni que c'est comme si tout notre monde allait s'écrouler si on osait se confronter à ça. Et en fait, je réalise que c'est le cas. Par définition, la religion, c'est ce qui nous relie à soi, aux autres, à Dieu. Elle façonne et rythme les vies des pratiquants par des rituels, des célébrations, des fêtes, des croyances, un calendrier bien spécifique. Et c'est aussi le cas de la démocratie. Déjà, il y a une sorte de mythe fondateur avec les Grecs anciens, la croyance très ancrée que la démocratie est le meilleur système dans tous les cas. Il y a un calendrier des élections avec des moments bien précis qui se répètent, les rituels des débats télévisés, les émissions politiques, les discours ou les interventions qui sont comme des prêches. Aller voter, c'est comme un pèlerinage. Et on nous fait même beaucoup plus culpabiliser de ne pas le faire que dans les religions. Et je dirais même que la démocratie, c'est pire que la religion parce que au moins les religions, elles ont un texte fondateur. Alors ok, soumis à une multitude d'interprétations diverses, mais il y a quand même un document de base. La démocratie, c'est même pas le cas. Il y a une définition littérale sur laquelle à peu près tout le monde s'entend, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais à part ça, chacun amène un peu sa définition, chacun amène une application particulière. Il y a plusieurs types d'applications. Donc finalement, chacun fait un petit peu à sa sauce. Ce qui signifie que la définition fonctionnelle est confuse, pour ne pas dire inexistante. Et ça aussi, je l'ai remarqué dans les commentaires parce qu'il y a eu beaucoup de confusion entre la démocratie et d'autres concepts comme la liberté d'expression. Elle peut être considérée comme un élément de la démocratie, mais ce n'est pas dans sa définition littérale de pouvoir du peuple, et deux, ce n'est pas propre à la démocratie. Et on a plein d'exemples. La démocratie est le moins pire des régimes. Il y a des pays du continent africain qui sont des démocraties stables malgré les tumultes propres à chacun de ces pays. Île Maurice, Botswana, Afrique du Sud, Cap-Vert, Ghana, Sénégal. Ok, la démocratie n'est pas parfaite, mais c'est quoi le modèle alternatif proposé? Celui d'un homme fort, qui aurait tous les pouvoirs, où toute voix dissidente serait rapidement éliminée? Qu'est-ce qui empêcherait cet homme au pouvoir d'en abuser? Faire reposer le sort d'un pays sur une seule personne, fût-elle bien éclairée, me paraît encore un modèle plus dangereux. Un autre élément qui me fait appuyer ma comparaison entre religion et démocratie, c'est cette polarisation exacerbée et le fait de considérer que tout ce qui n'est pas la démocratie est soit moins bien, soit le mal absolu. On le voit à l'échelle internationale avec la justification de guerre par la démocratie, et aussi en commentaire où déjà il y en a certains qui affirment que c'est le régime le moins pire. Sur quelle base, je ne sais pas. Il faudrait déjà aussi se demander pourquoi est-ce qu'on veut se contenter du moins pire. Et pour ce qui est de la polarisation exacerbée, c'est le fait de mettre face à la démocratie comme seule et unique solution possible la dictature ou l'autoritarisme. À moins que ce soit de la mauvaise foi, j'y vois une nouvelle preuve que l'étude de l'histoire telle qu'on l'a fait jusqu'à présent n'a servi à rien. Si encore aujourd'hui, dans l'esprit de la majorité d'entre nous, la démocratie est la seule religion étatique qu'il faudrait adopter, c'est un échec total. On a une documentation très fournie et accessible sur les organisations politiques de communautés, de nations et même de civilisations qui forcent aujourd'hui le respect par leur justesse. Elle ne disait pas qu'elle donnait le pouvoir au peuple. Et pourtant, on retrouve des éléments comme des institutions qu'aujourd'hui, on ne veut rattacher qu'à la démocratie. La séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, des conseils représentatifs, la reconnaissance d'une égalité ou d'une équité de naissance. Et dans certaines sociétés, le chef d'État était même élu. Je précise pour certaines réactions qui pourraient être un petit peu trop émotives que je ne peux pas aller là-bas parce que je ne sais pas remonter le temps. Si vous savez, je suis preneuse. Et pour ceux qui diraient que je n'étais pas là-bas et que je n'en sais rien, je ne fais évidemment qu'à partir de la documentation et des sources qui, d'ailleurs, la plupart sont soit occidentales, soit asiatiques. Donc les histoires d'idéalisation, là, vous mettez ça de côté. Je fais une précision importante. Ce n'est pas parce que dans des sociétés, on retrouve des points communs avec ce que la démocratie prétend être,
que ça en fait des sociétés démocratiques dans le sens qu'on veut lui donner aujourd'hui. Je rappelle que la démocratie est un régime politique dont la définition la plus consensuelle est le pouvoir du peuple. La plupart des civilisations qu'on admire aujourd'hui ne disaient pas donner le pouvoir au peuple, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. En tant que mélanisés, on devrait être les premiers à le savoir et à l'affirmer. Parce qu'on est les premiers à dire que l'école nous lave le cerveau, que les médias nous manipulent, que l'histoire est falsifiée, globalement que nos esprits sont encore complètement colonisés et que la majorité d'entre nous n'est pas consciente. Mais pourquoi alors faire reposer le pouvoir sur nous? La démocratie favorise essentiellement deux éléments, la liberté et le développement de l'esprit critique. Si l'on constate que ce n'est pas le cas dans certains pays africains, cela signifie tout simplement qu'elle n'y est pas réellement appliquée. Concernant la question de la transmission du pouvoir, qui devrait en être l'initiateur? Un groupe d'élite? Et si la population ne dispose pas d'un esprit critique suffisamment développé, comment pourrait-elle reconnaître et défendre ses valeurs? Selon les rapports et les statistiques, le niveau scolaire en Europe ne fait que baisser. Plus il y a d'élèves scolarisés, plus le niveau baisse. Et d'après les analystes, c'est un phénomène normal, ce qui en dit long sur la perception qu'ils ont du peuple. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début? La base, les origines de la démocratie excluaient 90% du peuple et donnaient le pouvoir à seulement 10%. En fait, c'est toujours le cas. Seulement aujourd'hui, c'est caché. Les chiffres disent que le niveau scolaire ne fait que baisser et ceux qui veulent relativiser disent que c'est normal parce qu'il y a plus en plus de gens scolarisés. Ma traduction, c'est plutôt que plus les 90% exclus officiellement ou pas du pouvoir ont accès à une instruction qui pourrait leur permettre d'avoir plus de pouvoir, plus l'instruction est rendue médiocre. Ce n'est pas le niveau qui est médiocre, c'est l'instruction qui rend le niveau médiocre. L'école est donc devenue le terrain de la confusion sexuelle. Il y a toujours plus d'écrans, alors qu'il a été démontré que les écrans sont l'une des causes principales de l'appauvrissement du développement cognitif. Et il faut aussi payer de plus en plus cher pour avoir une instruction considérée de qualité qui, à côté de ça, transmettent toujours le même type de pensée et de réflexion. Ça me rappelle l'intervention récente de Melania Trump qui affirmait qu'un robot humanoïde allait favoriser la pensée critique. Donc, la pièce de théâtre nous fait croire que la majorité est scolarisée, égalité des chances, que les nouvelles technologies vont nous permettre de développer la pensée critique. Mais dans les faits, quand on ouvre un petit peu les yeux, ce sont toujours les 10% qui restent dans un cercle de plus en plus fermé parce que c'est très accessible, ne serait-ce que pour payer les écoles, et les 90% sont toujours plus abrutis. Donc nous avons aujourd'hui largement assez de recul, d'applications diverses et variées, et surtout de résultats, pour nous dire que la démocratie est le problème. D'ailleurs, je viens de repenser aux quelques personnes qui ont dit qu'en gros, j'idolâtrais Ibrahim Traoré. Je sais pas à quel moment. En plus, c'est intéressant parce que ces gens-là, ils disent souvent vous. Ils parlent pas qu'à moi. Ils parlent de plusieurs personnes. Vous qui idolâtrez. Je fais pas partie du vous, hein. Mais vraiment pas. Et rien que dans la vidéo où j'ai parlé de lui, j'ai dit que justement, le but n'était pas de valider les propos de quelqu'un juste parce que c'est quelqu'un qui l'a dit, mais parce qu'on est d'accord avec lui. Genre, j'ai commencé la vidéo comme ça, littéralement. Et j'ai dit après que j'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait avec son accord avec les États-Unis. J'ai fait une vidéo dessus après d'ailleurs. Bref. Donc je le dis et le redis, le problème est la démocratie. Et ça, je l'ai compris de moi-même, avec ma propre réflexion. Et ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni de l'année dernière. Ça ne date même pas d'Afro-Chronique. Ça ne date même pas, je pense, du moment où j'ai commencé vraiment à vouloir connaître l'Afrique. Et la démocratie reste un problème, même quand elle applique littéralement le pouvoir du peuple. Nous avons toutes les preuves, sur tous les continents, pour savoir que nous, le peuple, les 90%, la masse, tout est fait pour volontairement nous divertir, nous détourner, nous empoisonner, nous manipuler, nous désorienter. Et pour ceux qui idéaliseraient encore l'Europe, c'est même surtout le cas là-bas. Et essayons de voir les choses de la manière la plus simple et la plus vraie. Avoir une alimentation saine, c'est déjà compliqué pour la majorité d'entre nous. Donc prendre des décisions saines, utiles et justes pour nous en tant qu'individus, c'est compliqué.
à quel moment est-ce qu'on peut prétendre être capable de prendre des décisions saines et justes pour tout un peuple? Et même en étant éduqué et instruit, pourquoi vouloir fonder le pouvoir sur des êtres humains qui sont, jusqu'à preuve du contraire, mortels, faillibles et même changeants? Choisissons plutôt comme fondation des valeurs limpides, immuables, inaliénables, comme la justice, la vérité ou encore la droiture. Choisissons la mahatocratie. La mahatocratie, c'est un nom qui est donné au régime politique et même au paradigme de manière plus générale, qui ne se repose pas sur des individus, même s'ils sont excellents, mais qui se repose sur des valeurs qui sont justes, inaltérables et fonctionnelles. J'insiste sur la notion de fonctionnel, c'est un des apprentissages que j'ai fait dans l'organisation Ujima. La plupart des mots ont une définition théorique, mais aujourd'hui, pour tout, et j'ai envie de dire même particulièrement pour des éléments aussi importants qu'une organisation politique, il est essentiel qu'on ait une définition fonctionnelle, c'est-à-dire concrète, pratique, prête à l'emploi. Ces explications et ces définitions fonctionnelles, elles sont dans le guide graphique Mahatocratie qui donne notamment celle des 9 valeurs de Mahat. Pour en citer une, on a la justice qui se définit de manière fonctionnelle comme le plus grand bien pour le plus grand nombre. Ce qu'explique l'enseignement des principes et des valeurs de Mahat, c'est que tout commence toujours par soi et qu'on ne peut pas attendre d'une société qu'elle soit juste si nous-mêmes, avec nous-mêmes et avec les autres, on ne l'est pas. Le système dans lequel on vit nous a fait oublier ça, notamment en utilisant la démocratie, particulièrement dite représentative. On oublie notre responsabilité et on veut constamment rejeter la faute, rejeter la responsabilité sur les leaders, ceux qu'on a élus ou pas, bref, dans tous les cas sur les autres. Bien sûr qu'on peut et même qu'on doit être critique par rapport à tout type de décision, que ce soit de la part d'un dirigeant ou de quelqu'un d'autre. Mais on doit surtout être critique envers nos propres décisions, parce que c'est là actuellement notre liberté d'agir, et c'est pour ça que la révolution philosophique et intellectuelle est indispensable avant toute possibilité de révolution plus globale. Parce que chacun d'entre nous, le plus grand nombre, doit être formé à ce que c'est que la Mahat et à ce que c'est que l'appliquer. Qu'est-ce que c'est véritablement au quotidien faire le plus grand bien pour le plus grand nombre? Et je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas aussi facile qu'on ne le croit. En ayant pour fondation des valeurs de justice, de vérité ou encore d'harmonie, la mahatocratie nous oblige à l'appliquer déjà individuellement, à voir les résultats, à voir les bénéfices et ensuite d'être capable de l'appliquer dans des sphères de plus en plus grandes. Le couple, la famille, la communauté, une nation. Parce que la mahatocratie se repose sur des valeurs, mais c'est bien sûr pour organiser des êtres humains. Donc il faut que les êtres humains soient profondément formés à cela et soient aussi capables d'établir une hiérarchie qui soit juste et qui permette au plus grand nombre de prospérer. Bien sûr, on est des êtres humains et même avec une formation solide, on peut se tromper. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'abord de commencer par appliquer Mahat pour soi, à voir à quel moment là j'ai fait le plus grand bien pour le plus grand nombre et l'autre pas, pour au fil du temps s'assurer d'être de moins en moins dans l'erreur. Et c'est là aussi que rentre en jeu la communauté, les institutions, la hiérarchie, qui va permettre à chacun de veiller sur les autres pour aller dans cette même direction de plus de justice et plus d'ordre. La solution n'est donc ni dans le pouvoir au peuple, comme le dit la démocratie, ni dans le pouvoir aux meilleurs, comme le dit l'aristocratie, ni dans le pouvoir au plus petit nombre, comme le dit l'oligarchie. Elle est dans des valeurs immuables qui servent de piliers pour chaque individu, quelle que soit sa responsabilité, quel que soit son rôle dans la société. Et en fait, en redonnant le pouvoir à ces valeurs qui nous servent à tous de référence, nous-mêmes, on retrouve notre pouvoir, notre responsabilité, notre libre arbitre à faire le plus grand bien pour le plus grand nombre, à notre échelle et à toutes les échelles suivantes.